Bon, alors, je vous souhaite la bienvenue. Est-ce que ça dérange quelqu'un que je réponds masque? Parce que moi, j'ai des problèmes à respirer. Je préfère l'enlever parce que je ne trouve pas ça pratique. Pour parler, pour être tout à fait audible, je préfère enlever mon masque. Donc, si ça dérange quelqu'un, levez le doigt. Mais tu recules alors, peut-être un petit peu. Ah oui, tu dois. Ouais, de toute façon, j'aime pas rester statique. Bon, alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'équation de Drake. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, je constate qu'il y a beaucoup de nouveaux. Il y a des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus. Donc, pour ces personnes-là, je vais peut-être me présenter. Alors, à la base, je suis un scientifique, un animateur, un médiateur scientifique, spécialisé en astrophysique. D'accord. J'ai obtenu mon premier boulot, mon premier job du côté de Toulouse, dans le département du Gers, où j'encadrais des stages d'initiation en astronomie pendant une semaine. Il y a des gens qui venaient pendant une semaine, nourris, logés pendant une semaine. Bon, ces gens-là bouffaient de l'astro matin, midi et soir. D'accord. Mon travail, c'était de les encadrer, de faire un programme de 5 à 6 jours, à la fois théorique et pratique, sur l'astronomie en général. Et il y a aussi, on accueillait des écoles également. Donc toute l'année, je travaillais à la ferme des étoiles. Je ne sais pas s'il y en a encore parmi vous qui connaissent. La ferme des étoiles, le département du Gers, le pays des canards. Donc voilà, c'était un métier qui me passionnait. Donc je suis resté là 1 an. C'est là que j'ai fait mes premières armes. Hein, on recevait des écoles par dizaines, par centaines. On se déplaçait également dans les écoles et on enseignait l'astronomie. On recevait des adultes passionnés, donc avec plusieurs niveaux d'initiation et de perfectionnement en astronomie. Donc moi j'étais responsable d'encadrer des stages d'initiation niveau 1 et niveau 2. Alors, donc après, j'ai travaillé aussi au planétarium de Toulouse, donc à côté, hein, donc je faisais le guide de l'animation, parce que bon, je ne sais pas qui connaît la cité de l'espace à Toulouse, c'est un truc géant, c'est un domaine qui est assez géant et dans lequel le thème de l'astronomie et de l'aéronautique et aussi de l'aérospatiale est développé. Donc il y a la station spatiale Mir en Ontario qui est là, donc tout ce qui est lancement, fusée, donc mon travail c'était d'expliquer tout ça aux écoles qui nous accompagnaient. Après j'ai été à Lyon, au planétarium, où j'ai travaillé comme toujours comme médiateur scientifique spécialisé en astrophysique. Donc là j'ai travaillé pour le planétarium de Lyon. Et c'était vraiment passionnant. Aujourd'hui, je me retrouve à Bruxelles, je donne des conférences de temps en temps. Et donc aujourd'hui, même si j'ai quand même la fibre de physicien, je vais me comporter aujourd'hui comme un biologiste. Pourquoi? Parce qu'on va parler de l'équation de Drake, et cette équation-là, en fait, qui n'est pas une équation, mais qui est une formule. Voilà, je préfère parler de formule de Drake, parce qu'il y a une différence entre formule et équation. Une équation, ça veut égalité entre 2 termes. D'accord. Là, on a égalité entre rien du tout. Hein. Je me défie n'importe qui de me démontrer qu'il y a égalité entre quoi que ce soit ici. Donc, par contre, une formule, évidemment, une formule s'apparente comme une règle mathématique. Une règle mathématique qui s'exprime symboliquement. Voilà. C'est pour ça que je préfère parler de cette formule de Drake qui va donner une estimation d'exocivilisation présente dans notre galaxie. Je dis bien exocivilisation. Civilisation qui se trouve à l'extérieur du système solaire. En fait, c'est ça. C'est un astronome américain qui s'appelle Drake, qui en 1963 a élaboré cette formule-là dans le but d'estimer le nombre de civilisations extraterrestres qui pourraient exister dans la galaxie. Et donc, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Nous allons analyser de manière critique. Donc, quand je dis analyser, nous allons faire une analyse critique, mais à la fois objective. Donc, je dis bien une analyse objective, mais aussi constructive. Une analyse critique n'est pas forcément péjorative ou négative. On peut faire une très bonne analyse, objectivement, pour savoir qu'est-ce que ça vaut. Et on va essayer de savoir, est-ce qu'il n'y a pas une version améliorée de la formule de Drake? Parce qu'elle date de 1963, à l'époque où nous étions en pleine guerre froide. Nous allons revenir là-dessus. Bien, alors, pour commencer, l'équation de Drake, c'est une question très intéressante. L'astronome américain qui l'a formulée était très sérieux, vous savez. Et donc, c'est un concept, si vous voulez, qui renvoie à d'autres sujets qu'on peut corréler avec, par exemple, l'exobiologie. D'accord.
L'exobiologie, qu'est-ce que c'est? C'est la recherche de la possibilité d'existence de vie extraterrestre en dehors de la Terre. Souvent sous la forme de micro-organismes. Donc ça peut être la recherche de virus, de bactéries, de microbes, tout ce que, de parasites. D'accord? Vous savez, si on trouve un microbe, ça s'appelle Mars, une bactérie s'appelle Mars ou Vénus, on voit la preuve que la vie existe ailleurs. Il ne faut pas s'attendre d'avoir des êtres intelligents, technologiquement évolués, capables de communiquer. Non. Si on trouve la moindre petite bactérie, le moins coronavirus, parce qu'on est dans le temps, on aura la preuve que la vie existe. D'accord? Et encore une fois, le coronavirus, pour moi, c'est quelque chose de très complexe. C'est une molécule à ARN. Voilà, bon, personnellement, je me dis comment un truc aussi compliqué, complexe, dont la nature métabolique est aussi complexe, peut apparaître accidentellement dans un marché chinois. C'est une autre question. Bon, en tout cas, on va l'astrobiologie, qu'on appelle aussi l'exobiologie, donc la biologie en dehors de la Terre. Les biologistes sont un petit peu plus prudents que les astronomes, parce que la biologie c'est toute de la vie, sauf que là on va le faire en dehors de la Terre. Ok. Dans leur travail, ils vont essayer de trouver des planètes qui se trouvent dans une zone habitable. Autrement dit, des planètes qui peuvent accueillir de l'eau à l'état liquide. Ils vont essayer de chercher toutes les conditions requises pour qu'un système de molécules simples devienne un système compliqué, complexe. On va passer par exemple des acides aminés aux molécules, aux macromolécules qu'on appelle les protéines. D'accord? Dans le travail de l'exobiologiste, on va chercher à savoir comment ça se fait qu'une cellule a un seul noyau ou dépourvue de noyau comme les cellules prokaryotes passe à des cellules eucaryotes. Autrement dit, comment on passe d'un organisme unicellulaire à un organisme pluricellulaire, donc à condition de le faire en dehors de la Terre. D'accord? On va chercher des traces de molécules organiques, des molécules carbonées. On va rechercher ce qu'on appelle des biosignatures, des biomarqueurs. Vous voyez? Donc la recherche astrobiologique ou exobiologique ne se limite pas seulement à la recherche des ex-vivants. Donc voilà, la soucoupe que vous voyez, c'était pour faire joli. D'accord? Donc nous allons réfléchir sérieusement. Ne vous fiez pas aux apparences. Donc moi, je suis très ouvert, on peut discuter de n'importe quoi. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que l'exobiologie, qu'on appelle aussi l'astrobiologie, c'est une branche de l'astronomie, tout comme l'astrophysique, la cosmologie, ou encore la mécanique céleste. D'accord? Donc aujourd'hui, nous allons détailler une équation, plutôt une formule qui a 7 termes. Le premier terme étant N étoile. N étoile, en fait, parmi ces termes-là, il y en a deux seulement, à qui on peut attribuer une valeur numérique. D'accord? Évidemment, c'est le premier, c'est le N étoile. N étoile, qu'est-ce que c'est? N étoile, c'est le taux de formation d'étoiles dans notre galaxie. Le taux de formation d'étoiles dans notre galaxie. Donc ça, on peut l'estimer. Combien d'étoiles naissent chaque année, donc c'est annuellement, combien d'étoiles naissent chaque année dans notre galaxie. On peut estimer, il y en a quelques-unes, 3, 4, d'accord, à partir des supernovas. On estime qu'il y a peut-être 3 ou 4 étoiles qui naissent chaque année dans notre galaxie. Donc on peut lui attribuer une valeur numérique. Mais vous allez voir que plus on va chercher les autres termes, vous allez voir, plus c'est compliqué, et plus il va être difficile d'estimer quoi que ce soit. Donc au moins on a deux valeurs ici, N étoile et FP. FP, simplement, c'est qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'étoiles qui possèdent un système planétaire. Donc là encore, on peut lui attribuer une valeur numérique. Parce qu'écoutez, à l'heure où je vous parle, on connaît bien les exoplanètes. D'ailleurs, je vais avancer un petit peu. Oui, c'est ça, ouais. Nombre d'étoiles qui se forment annuellement dans la galaxie. C'est ça qu'on va étudier. Vous avez entendu parler des exoplanètes. À l'heure où je vous parle, nous sommes quoi? Nous sommes aujourd'hui le 9 octobre 2020. Approximativement, alors on a détecté 4400 exoplanètes. On les appelle aussi des planètes extrasolaires. Donc les planètes qui sont à l'extérieur du système solaire. On a détecté 4400 aujourd'hui. Sachant que la première exoplanète a été trouvée, a été étudiée, on a trouvé la première exoplanète en octobre 1995 par l'astronome suisse que vous connaissez, Michel Mayer. Il a eu le prix Nobel pour ça, il y a 3 ans, je crois. Mais avant lui, en 1992, en 1992, pardon, c'est moi, je suis français. En
En 1992, il faut que je m'habitue, eh bien, non, il y a un Américain d'origine polonaise, qui a trouvé, oui c'est ça, Alexander Wolfson, oui, qui avait déjà trouvé des exoplanètes dans la constellation de la Vierge. Ce qui est curieux, c'était 4 exoplanètes qui tournaient autour d'un pulsar. C'est étrange, hein. 4 exoplanètes qui tournent autour d'un pulsar. Un pulsar, c'est quoi? C'est le vestige d'une étoile qui a explosé. C'est le rémanent d'une étoile qui s'est transformée en supernova. Donc, à mon avis, s'il y a la vie ailleurs, la vie a été balayée. Mais bon, on suppose que, en fait, ce système de 4 planètes, de 4 exoplanètes, est né après la formation du pulsar. D'accord? Donc, c'était en 1992. En 1995, on a eu Michel Mayor, évidemment, grâce à une méthode qu'on appelle la méthode non pas des vitesses radiales, mais la méthode des transits, qui sont des moyens de détection d'exoplanètes. Eh bien, lui, il a eu la nouvelle forme avec ça, il a prouvé ça. Et aujourd'hui, donc je ne vais pas détailler tout ce qu'il a, mais aujourd'hui, on est à 4400 exoplanètes. Donc, on peut attribuer une valeur numérique. On peut faire une simulation, on peut faire une extrapolation. Écoutez, je dois vous dire que les 4400 exoplanètes qui ont été détectées, il y a 700 qui appartiennent à des systèmes multiples, et il y a une bonne centaine qui appartient à des... qui tournent autour d'étoiles binaires, d'étoiles doubles. D'accord? C'est quand même pas mal. Et sachez aussi que ces 4400 exoplanètes, on les a trouvées dans un rayon de 400 années-lumière, approximativement. Alors, si on faisait un petit calcul pour savoir combien d'exoplanètes on peut estimer dans la galaxie, la Voie lactée. Mais écoutez, je vous propose de faire un petit calcul, c'est pas très compliqué. Si on a 4400 aujourd'hui exoplanètes qu'on a trouvées dans un rayon de 400 années-lumière, d'accord? Eh bien, sachant que la galaxie, elle fait un rayon de combien? 100 000. 100 000. 100 000 années-lumière. 100 000 années-lumière, d'accord? Donc on va pouvoir estimer le nombre de planètes, sauf qu'ici on a des rayons. Ok? Mais moi, je pourrais parler de volume d'espace. D'accord? On va chercher les volumes d'espace dans lesquels se trouvent, à l'intérieur duquel se trouvent des exoplanètes. Donc, il faut enlever la partie centrale. Absolument, oui. Donc, sachant que le volume du sphère est égal à 4 tiers de pi en cube, donc voilà, je ne suis pas venu ici pour faire des calculs, mais on peut estimer quand même. Avec un volume correspondant à 4 tiers de pi en cube pour le rayon, on peut estimer le nombre d'exoplanètes qu'on peut trouver ici. Et si vous faites le calcul, vous allez trouver à peu près 70 milliards. Ok? 70 milliards, donc 70 exposant 9. 70 milliards d'exoplanètes. Et donc, c'est déjà pas mal. Sachant que la galaxie, effectivement, attention, bon, on a pris en compte la galaxie, mais on a pris aussi en compte le disque. Or, la galaxie ne se limite pas au disque. Il y a aussi le halo. Et dans l'halo, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des amas populaires. Vous savez, ceux qui me connaissent savent que je suis un fan d'amas populaires. Hein, n'est-ce pas? On a trouvé des planètes dans des amas globulaires. Non, c'est une possibilité. Je n'ai pas dit qu'on a trouvé. Non, je n'ai pas dit qu'on a trouvé des planètes dans des amas populaires. J'ai dit que le chiffre qui est là, c'est limite au disque. Et autour du disque, il y a le halo. Ça ne comprend pas le halo. Le halo est 5 fois plus grand que le disque. Le halo peut aller jusqu'à 500 000 années-lumière. Le disque est limité à 100 000 années-lumière. Or, dans le halo, il y a des systèmes stellaires. Ils sont d'accord. Il y a des systèmes stellaires, il y a des amas globulaires. Donc, si on fait cette estimation, voilà, on connaît tous l'amas globulaire d'Hercule, M13, qui contient 2 millions d'étoiles quand même. C'est pas négligeable. Et M13 n'est pas le seul amas globulaire, c'est une globulaire. Bon, moi, je le connais parce qu'on le trouve dans les rayons Messier. Moi, j'aime bien faire cette gymnastique. J'ai appris à faire ce qu'on appelle des marathons Messier quand j'étais à la forme des étoiles, qui consiste à rechercher avec un télescope le plus grand nombre d'objets Messier. Donc, sachant cela, donc, tout simplement tout cela pour vous dire qu'on peut effectivement attribuer la valeur, une valeur ici numérique. Voilà. Pour Fp, qui est la fraction d'étoiles possédant un système planétaire. Maintenant, nous allons passer au troisième terme. Là, ça devient un petit peu plus difficile, plus compliqué. NE, qu'est-ce que c'est NE? Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, c'est tout simplement le nombre de planètes se trouvant dans une zone habitable. Voilà, tout simplement. Même pour Earth. Earth, oui, c'est ça, oui. Un nombre de planètes se trouvait dans une zone habitable. Donc, on va définir ce que c'est une zone d'habitabilité, sachant que la Terre, Mars et Vénus, je vais peut-être vous choquer, la Terre, Mars et Vénus se trouvent dans une zone d'habitabilité. Seulement, Vénus n'est pas habitable, Vénus n'est pas habitée, mais elle se trouve dans une zone habitable. Mars
n'est pas habité, Mars n'est pas habitable, mais c'est surtout dans une zone habitable. Et la Terre n'est pas habitable. La Terre n'est pas, pardon, dans une zone habitable. La planète Terre n'est pas dans une zone habitable. Est-ce que ça vous choque pas? La planète Terre est une zone super habitable. C'est là la nuance. Oh. Ah, vous avez peur, hein? Qu'est-ce que je raconte? La planète Terre n'est pas dans une zone habitable, c'est quoi ça? Les zones habitables changent. Ah oui, on va en parler, oui, effectivement, ça dépend de leur étoile, ça dépend du volume, de la dimension de leur étoile. Donc la zone habitable, c'est quelque chose qui est délocalisable. C'est évident, c'est logique. Bien, d'ailleurs, j'aimerais vous le montrer, donc, puisque tu en parles, voilà, ici, regardez ce petit schéma ici. Donc, ici, nous avons la Terre, c'est en anglais, donc là, nous avons la zone habitable. Okay. Donc on voit que plus l'étoile est massive, plus l'étoile est chaude, et plus la zone habitable va se délocaliser vers l'extérieur. Alors que plus une planète est froide, regardez cette ligne rouge là ici, et bien, plus la zone habitable, regardez la zone habitable, elle est tout près de l'étoile, mais ça ne choque pas. Mais écoutez, je vous ai dit que parmi les 4400 exoplanètes qu'on a trouvées, ben, il y en a 700 qui étaient des systèmes multiples. Et prenons par exemple le système trappiste que vous connaissez bien, puisque ce sont des Belges qui sont à l'honneur dans cette compétition de recherche de candidats de planètes susceptibles d'abriter la vie. Eh bien, il y en a 3 sur les 7, c'est ça? Il y en a 3 qui sont, effectivement, il y a 3 planètes habitables parmi les 7. Et les 7 tournent autour d'une naine rouge. Ouais. Qu'est-ce que c'est une naine rouge? C'est une étoile dont la température de surface est de 2500-3000 degrés Celsius. Ouais, Celsius ou Kelvin, je ne sais pas. Il n'y a pas de différence. D'accord? Donc c'est une étoile froide. Donc évidemment, le système de trappiste, effectivement, vous vous imaginez les 7 planètes qui sont a priori telluriques, qui sont à la limite rocheuse, se trouvent dans un rayon d'une unité astronomique. Donc ils sont très proches de leur étoile. Assez marrant, je me permets de faire une petite digression. Hier j'ai appris que les naines rouges, le stade final d'évolution des naines rouges, ce sont des étoiles de type, ce sont des naines blanches à hélium. Ça, j'ai appris ça hier. Mais ce sont des étoiles hypothétiques. D'accord? Exotiques. C'est un peu comme les naines noires. Le stade final de l'évolution d'une étoile de type Soleil conduit à une naine noire. Sauf que les naines noires, personne n'en a jamais vu. Ce sont des étoiles hypothétiques. C'est pareil pour les naines blanches à hélium. Le stade final d'une étoile de type naine rouge conduit à une naine blanche à hélium. D'accord? Donc, en fait, pourquoi? Parce qu'ils expliquent que lorsque le cœur de l'étoile brûle, en fait, c'est toute l'enveloppe qui est brassée, qui va se transformer en hélium. Toute l'enveloppe d'hydrogène ici est transformée en hélium. Et par conséquent, à la fin de sa vie, après 10 milliards d'années, entre autres, on tombe sur une étoile, une naine blanche à hélium. Donc, évidemment, c'est clair. Donc, vous comprenez ici on va dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le déplacement, la délocalisation de la zone d'habitabilité est évidente. Donc là, on a le Soleil ici, donc là, à mon avis, on a Vénus ici et Mars, ce côté-là. C'est ça que je dis, mais Vénus et Mars sont bien dans une zone habitable. Donc, alors, par rapport à ça, maintenant, malheureusement, il faut dire aussi que cette vision-là permet... on a une vision un petit peu anthropocentrique. Ça signifie qu'il est ramené à l'homme. L'homme, voilà. Ramené à la Terre. Ramené à la Terre, oui, mais aussi à notre vision de nous-mêmes. Voilà, parce que, bon, ben, c'est un peu comme les Jupiters chauds qu'on a trouvés. La planète que Michel Mayer a trouvé, c'était un Jupiter chaud, qui tournait autour de Pégase. Donc, il a été très surpris. Une planète gazeuse aussi près de son étoile. Donc, or, on nous avait appris que les étoiles gazeuses, pardon, les planètes gazeuses se trouvent assez loin de leur étoile mère, et les planètes telluriques se trouvent assez proches. Donc, parfois, on est très surpris, et malheureusement, on a tendance à généraliser notre conception anthropocentrique de l'univers à tout ce qu'on voit. Ça, pour moi, c'est une erreur. Voilà. Donc, on continue.
notre voyage à travers les exoplanètes. Alors, ici, qu'est-ce que ça peut être? Ça va? Qu'est-ce que ça peut être? FL. Alors, vous avez une petite image d'une molécule d'ADN. Donc, on a mis NE, c'est le nombre de planètes qui se trouvent dans une zone habitable. On a vu que la zone habitable était délocalisable. Donc, il y a quand même une suite logique, hein. Même si on va la critiquer de manière rigoureuse, mais on va voir qu'il y a quand même une suite logique à cette formule. Donc FL, c'est tout simplement le nombre de planètes susceptibles d'abriter la vie. Donc la vie, ici, c'est à l'état micro-organique, d'accord, à l'état microscopique. Ce serait déjà fabuleux comme découverte. Ah ben bien sûr. Je ne sais pas si vous suivez les infos, vous avez entendu parler récemment, et ouais, on a trouvé un truc bizarre sur Vénus. Une phosphine sur Vénus. Phosphine, des trucs de phosphore. Pas sûr, mais... On n'est pas sûr. En tout cas, écoutez, j'ai pris la formule du phosphine. Okay. C'est un atome de phosphore suivi de 3 atomes d'hydrogène, phosphine. H3. Et je vais la comparer au méthane. Au méthane, qui lui possède 4 atomes de carbone. Pardon, 4 atomes d'oxygène. D'hydrogène, pardon. Voilà. CH4. Le méthane, qui est un hydrocarbure. Ok. Je vais juste poser une question comme ça. Est-ce que, à votre avis, pourquoi ça ne choque pas grand monde, ça ne choque personne de savoir qu'il y a du méthane sur Jupiter ou Saturne, alors que ça choquerait beaucoup de savoir qu'il y a du méthane sur Mars ou sur Vénus? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est les mondes telluriques et puis les planètes gazeuses où il y a énormément d'hydrogène déjà là. Oui, c'est vrai, c'est juste, ouais, effectivement. Donc pour la phosphine, c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que le méthane, c'est une molécule organique. Le phosphine, c'est pas le cas. Le phosphore, c'est un minéral. D'accord? Donc, on a tendance à penser que qui dit molécule organique dit molécule carbonée. D'accord? Donc, effectivement, c'est produit par une activité humaine. D'accord? Lorsqu'on voit des traces de molécules organiques sur une planète gazeuse, sur une planète tellurique comme Mars, il faudrait se poser des questions. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas de vache sur la planète Mars. On avait déjà annoncé bien avant la découverte que le pH 3 serait un biomarqueur. Oui, justement, c'est là que je vais en venir, justement, oui. Ce sera un biomarqueur, effectivement. Sauf que pH 3, c'est une molécule qui est synthétisée dans l'industrie agroalimentaire, donc produite par l'activité humaine. Et d'autre part, c'est une molécule aussi qui est produite par des bactéries anaérobies. Ça signifie en absence d'oxygène. D'accord? Donc, on trouve ça sur la planète Vénus, dans l'atmosphère de Vénus, c'est quand même intriguant. C'est quand même intriguant, puisque cette molécule-là est toxique, elle ne peut pas apparaître comme ça par l'opération de cet esprit. D'accord? Donc, soit elle est d'origine, comme sur Terre, d'origine humaine, industrie agroalimentaire, ou soit elle est produite par des bactéries. Alors, il ne faut pas comment une bactérie pourrait survivre dans l'atmosphère de Vénus, quoique. Mais justement, on est à 50 km de la surface. Oui. Mais d'où vient l'hydrogène alors? D'où vient au moins ça s'explique les planètes gazeuses, parce que dans les tréfonds, dans les planètes gazeuses comme Jupiter, Saturne et Uranus, d'accord, lorsqu'on plonge dedans, il y a des réactions chimiques entre le phosphore, entre les métaux, entre les gaz, même entre les non-métaux. Mais là, sur Vénus, tout ça peut venir. Donc, en fait, oui, je trouve avancé de désigner la phosphine comme un biomarqueur. C'est une possibilité, mais pour moi, c'est un peu avancé, c'est un peu ambitieux. Et c'était quand même annoncé bien avant la découverte. Oui, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça se déroule. C'est pour ça qu'on a réagi. Mais seulement, comme biomarqueur, ce n'est pas le plus important. Il y a des biomarqueurs qui sont beaucoup plus importants que la phosphine. On pourrait avoir plusieurs biomarqueurs. Oui, bien pour sûr. la même planète. Bien sûr. Mais seulement, le fait qu'il se trouve dans une atmosphère aussi complète que celui de Vénus, ça a interrogé beaucoup de gens. Parce que la formation de la phosphine, la synthèse de la phosphine demande quand même demande quand même des conditions très très complexes. Ça ne se forme pas comme ça. Ben, les chimistes pourront vous le dire. Donc il faut retourner sur Vénus, au-dessus de Vénus. Oui. Hein? Allez, on oublie Mars pour un moment.
Donc, alors, vous avez vu que N en F, FL, donc la possibilité qu'une planète contienne des traces de vie, donc à l'état microbienne, d'accord? On va continuer avec FI ici, FI. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Il y a un cerveau, qu'est-ce que ça peut être à votre avis? I, c'est pour intelligence. Oui, effectivement. Donc, FI, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le nombre de planètes possédant qui a réussi à développer une vie intelligente. Donc, une vie intelligente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des organismes qui ont développé un cerveau, un néocortex cérébral. Il y a les dauphins, les baleines, Voilà. les corbeaux, Voilà, oui. les pieuvres. Les dauphins aussi, les dauphins ont deux cerveaux. On va dire ils sont bilocéphales, ils sont capables de dormir et de travailler en même temps. Voilà, oui. Donc tout ça c'est complexe. Et FC ici. Communication. FC. Donc, alors FC c'est intéressant puisque c'est le nombre de vie intelligente. Donc on est toujours dans cette progression de vie intelligente développée et qui est capable de communiquer. Il faut savoir que la communication doit se faire à double sens, pas à sens unique. D'accord? On doit être capable de communiquer et de recevoir un signal. D'accord? Avec son environnement. FC, ça veut dire ça. Et enfin, alors, la toute dernière, vous voyez comme c'est compliqué, c'est quand même difficile d'estimer une valeur, d'attribuer une valeur numérique à ce terme-là. FL, qu'est-ce que ça peut être? Lifespan. Alors, FL, c'est la durée de vie moyenne attribuée à une civilisation. Lifespan. Voilà, ok. Donc ça c'est assez intriguant par contre ce dernier terme-là, parce que comment Drake, dans son esprit, a eu envie d'imposer ce terme-là dans sa formule? Comment ça se fait? Mais parce qu'on est en plein air atomique. Absolument, oui. Nous étions en plein guerre froide, donc là, deux superpuissances se font face, menaçant d'appuyer sur le bouton rouge. Nous sommes dans les années 60, entre l'USS et les États-Unis, ça sentait un peu le soufre. Et donc, il faut un peu comprendre le contexte. Ne soyez pas choqués par ce terme-là. D'autre part, que ça a été repris plus tard par Fermi, le célèbre physicien italien, Fermi en compagnie, qui pensait que peut-être si on n'a toujours pas été visité, c'est parce qu'une civilisation suffisamment évoluée finissait par s'autodétruire. Ah, pour quelle raison? On le voit beaucoup dans la science-fiction. Oui, absolument, oui. Mais bon, à mon avis, Fermi avait autre chose à dire avec. Mais on va revenir à Fermi. Parce qu'on ne va pas seulement parler d'exobiologie, on va parler aussi du paradoxe de Fermi. C'est inévitable qu'on parle du paradoxe de Fermi, qui dit, en résumé, si l'apparition de la vie de l'univers est une chose banale, comment ça se fait qu'on n'a toujours pas été visité? Il dit qu'on est probablement seul, nous sommes peut-être tous seuls, parce que on n'a pas été visité depuis belle lurette. Donc c'est ça qu'on va voir tout à l'heure, ok? Donc, on a vu les 7 termes de la formule de Drake. Je ne sais pas si vous avez des questions. Mais on va continuer notre analyse. Maintenant, on les a énumérés. Alors, pour ceux qui voilà, qui ont de la mémoire, je vous ai mis ici, donc j'ai détaillé l'ensemble des autres termes. Moi, je le connais par cœur, donc voilà, je n'ai pas besoin. Mais si vous voulez prendre des notes. Donc, je rappelle, FL, fraction d'une durée de vie d'une planète accordée à une civilisation technique. Voilà. Mais, alors, maintenant, nous allons faire une petite analyse critique. Il y a des choses qui me gênent dans cette équation. Il y a beaucoup de choses qui me gênent dans cette équation. Il manque une chose. Il manque plusieurs choses. L'intelligence artificielle. Ah. Hein? Il manque plusieurs choses dans cette équation. Mais, c'est pas grave. Ah oui, la zone habitable. Ah oui. Il y a 3 manières différentes de définir une zone habitable qu'on n'avait pas à l'époque. Très bien, oui. Donc, effectivement, ça a été repris par un certain astronome, Seeger, qui a formulé, qui a publié une formule, à son tour, plus élaborée que celui de Drake. On va découvrir tout à l'heure. Bon, toi, tu avances plus vite que la musique. Alors, donc, il y a une chose qui me gêne. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que la vie ne se produit pas comme ça.
la vie n'est pas aussi simple. Ça, les biologistes le savent. Même si on a, regardez, bon, même si on a estimé le nombre d'étoiles présentes dans la galaxie possédant un système planétaire, le nombre de planètes habitables, ou le nombre de planètes qui possèdent une vie intelligente, capable d'évoluer, de communiquer avec l'espace. Mais tout ça n'est pas suffisant. En réunissant tout ça, on s'aperçoit qu'il y a des choses, peut-être de nature philosophique, qui manquent et qui donnent un coup de pouce à la vie pour se manifester. Je prends un exemple. Je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qui manquait. À mon avis, qu'est-ce qui manque cruellement à l'équation de Drake. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas modéliser mathématiquement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas donner une valeur numérique, évidemment, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Si, il y a eu 6 grandes extinctions, ou 5. Oui. Et donc, on sait pour nous qu'il y avait déjà un certain nombre de grandes extinctions. Oui, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça parce que l'extinction qu'il y a eu il y a 25 millions d'années, à l'ère du Crétacé, elle a fait quelque chose. Tous les gros dinosaures de plus de 20 kg ont disparu, ils sont morts. Ce sont seuls les petits dinosaures qui ont survécu. D'accord? Et c'est l'un de ces résistants, l'un de ces survivants-là, qui a conduit au développement de l'espèce Homo sapiens. Ça signifie que s'il n'y avait pas eu cet événement fortuit, dans l'ère du Crétacé, aucun de nous serait là. L'humanité ne serait pas là. On ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait le principe de contingence. Quelque chose de contingent, c'est quelque chose de fortuit, c'est quelque chose d'aléatoire, c'est quelque chose sur lequel on ne sait pas quand ça peut arriver. Mais ça a chamboulé considérablement le déroulement de l'histoire des êtres humains, des êtres vivants. Tous les dinosaures de plus de 20 kg, tout ce qui est tyrannosaures, diplodocus, stégosaures, etc., ces animaux-là dominaient le monde, la Terre à cette époque-là. Et les êtres humains étaient encore là. Les oiseaux ont survécu. Certains oiseaux ont survécu. C'est eux en premier qui se sont développés exponentiellement. Les oiseaux, ce sont les descendants directs des dinosaures. Ça, il faut comprendre ça. Donc, sans cet événement fortuit de l'astéroïde qui est tombé du côté du Mexique, je crois, du Yucatan, ça tombe. D'accord? La vie telle que nous la connaissons ne serait pas ce qu'elle est. Nous ne serons pas là. Donc, à mon avis, il faut tenir compte de ça. Et permettez-moi de dire, comme tu l'as dit, il y a eu plusieurs extinctions massives. Il y en a plusieurs, il y en a moins 5. Il y en a aussi dans le Jurassique. Crétacé. D'accord? Donc, ça c'est une première chose. Pour moi, ça c'est flagrant, ça. Oui, mais même avec les extinctions massives, il y a quand même eu maintien ou prolongation ou transformation de la vie. Oui. Elle était très forte, la vie, pour avoir survécu à tout ça. Absolument, mais cette vie-là doit perdurer. Perdurer et se développer. Parce qu'il ne suffit pas de se retrouver comme d'accord, de se retrouver dans un environnement et on ne croit pas. Il faut la croissance, il faut aussi le développement. Voilà, donc pour Fermi, bon, pas pour Fermi en fait, Drake supposait aussi que dans la vie, ce qui détermine la vie, c'est un peu ce que j'ai dit là, un peu darwinien, mais ce sont les êtres vivants qui sont capables de développer des outils, d'accord, pour survivre, qui arrivent à rester le plus longtemps dans la chaîne. Ce sont les êtres vivants qui arrivent à développer des outils, du matériel technologique, comme l'Homo sapiens, qui arrivent à survivre dans l'écosystème. D'accord? Donc, effectivement, il y a eu ce truc-là, en fait, qui m'a frappé, à mon avis, et qui aurait dû être inclus dans le paradoxe de l'équation de Drake, d'accord? Et sinon, évidemment, il y a plein d'autres choses qui n'ont pas été énumérées dans l'équation de Drake, d'accord? Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure,
pour qu'une planète soit habitable, il faut tenir compte de la dimension, la température, la durée de vie de son étoile. Il faut que la planète ait une taille suffisante pour retenir sa propre atmosphère. Autrement dit, mathématiquement, il faut que l'énergie cinétique des particules soit supérieure à la vitesse de libération de la planète. Sur Terre, la vitesse de libération est de 11 km à la seconde. Sur la Lune, elle est plus petite, elle est de 2,6 km à la seconde. D'accord? C'est pour ça que les astronautes ont réussi à se... Les cosmonautes plutôt ont réussi à décoller de la planète, de la Lune, pardon. Ont réussi à décoller de la Lune. Parce que la Lune a un champ de pesanteur très faible, comparativement à la Terre. Donc la Terre, c'est 11 km à la seconde, autrement dit 40 000 km à l'heure. Il y a beaucoup d'énergie à fournir. Donc, il faut que la planète soit suffisamment grosse pour obtenir cette atmosphère, sinon l'atmosphère s'échappe. C'est le cas de Mercure, c'est le cas de la Lune, d'accord? Donc ça, c'est une chose, et ça, on n'est pas compris dans l'équation de Drake. Et il y a aussi autre chose. Il faut que l'axe de rotation de la planète soit stabilisé, et là, nous avons la Lune pour le faire. Nous avons la Lune pour faire ce travail-là. N'oubliez pas que l'axe de rotation de la Terre est incliné à 23 degrés par rapport à l'écliptique. D'accord? Et sachez que sans la présence de la Lune, eh bien, l'axe de rotation de notre planète aurait varié de manière chaotique entre 0 et 90 degrés, de 90 degrés. Donc, toutes les planètes n'ont pas de Lune. Ça, c'est important. Peut-être que la vie serait possible, mais ce ne serait pas celle que nous connaissons aujourd'hui. J'irai même plus loin. Peut-être que s'il n'y a pas eu cette extinction massive, il y a 65 millions d'années, à l'ère du Crétacé, peut-être que nous, les êtres humains, on aurait eu des têtes de dinosaures. Je ne sais rien. Là, j'extrapole, je spécule. Je fais de la spéculation. Nous serions des ovipares, alors. Puisque les dinosaures étaient ovipares. Et donc, je continue. Et donc, rappelons, je vous avais dit en début de l'exposé que, en fait, pour les biologistes sont beaucoup plus réticents que les astronomes. Les astronomes ont tendance à estimer, à donner de grandes valeurs à leur estimation du nombre de civilisations potentiellement présentes dans la galaxie où la vie a probablement apparu quelque part. D'accord? Mais les biologistes, ils sont beaucoup plus réticents, et pour eux, la vie ne se déploie pas comme ça. Il y a des conditions particulières, c'est quelque chose qui est très rare, ça prend beaucoup de temps, et ça n'émerge pas comme ça. Donc, et pourtant, bon, les astronomes connaissent des facteurs qui peuvent ralentir l'expansion de la vie, comme par exemple les sursauts gamma, des événements catastrophiques, comme les rayons gamma, comme les supernovas, d'accord? Et donc, et tout ça, et tous ces facteurs-là, on a appelé ça la théorie du grand filtre. Les filtres, c'est quoi? Qui a déjà entendu parler de la théorie du grand filtre? La théorie du grand filtre, effectivement, va expliquer comment ça se fait que l'univers est aussi silencieux, silence radio. Rappelez-vous, dans les années 60, on a envoyé un signal, programme SETI. SETI. Alors, je te laisse traduire, cher Raoul. Communication with extraterrestrial intelligence. Ok, très bien. Programme de recherche SETI, effectivement. C'est aussi la baleine. Oui. Parce qu'il y a tout, c'est enfin. Auto SETI. C'est autre chose, ça. On est à la concentration de la baleine. Là, c'est S comme. C'est le radiotélescope d'Arecibo. Situé. Tout à fait. Situé à Porto Rico. Porto Rico, c'est les grandes Antilles. C'est pas loin de chez moi, ça. Parce que moi, je suis à Martinique, donc pas très loin. Je suis dans les petites Antilles. Porto Rico fait partie des grandes Antilles. D'accord? À côté de la Cuba et de la Jamaïque. Donc, c'est à la fois espagnol et américain. En tout cas, là-bas, il y a un grand radiotélescope qui fait 305 mètres de diamètre. Un peu endommagé. Un peu endommagé, dans lequel il y a un James Bond qui a été tourné. Il me semble. Okay. Et donc, eh bien, dans ce radiotélescope-là, on a envoyé des signaux, il n'y a toujours pas de réponse. On envoie des messages radio, toujours pas de réponse. Oui, on l'a envoyé à 26 000 années-lumière. Voilà. Mais on se demande comment ça se fait qu'il y a ce silence radio aujourd'hui. Bon, ben voilà, il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu d'échange. Et donc, il y a un astronome, je ne me rappelle plus son nom, qui a émis l'idée de grand filtre que les civilisations doivent
doivent dépasser des barrières, des espèces de barrières. D'accord? D'abord, les suceaux gamma et les supernovas, c'est une barrière. Même dans notre galaxie, il y a une région qui est bombardée par des rayonnements ionisants. Heureusement, notre système solaire ne se trouve pas dans cette région-là. Sinon, la vie aurait pu apparaître difficilement. Vous regardez du côté de Proxima du Centaure, là aussi, il y a des exoplanètes. Il y a des candidats à des exotères. Exotères, ce sont des terres, des planètes proximes à la Terre, mais c'est pas à l'extérieur. Alors écoutez, on va chercher des exotères dans des exosystèmes planétaires, qu'on appelle aussi des systèmes exoplanétaires, pour chercher des exocivilisations. Je ne vais pas vous embrouiller, mais c'est ça. D'accord? Seulement, il se trouve que du côté de Proxima du Centaure, c'est une étoile éruptive. Une étoile éruptive n'espère pas trouver de la vie quelque part, énergie quelque part. D'accord? Dans une étoile éruptive, vous avez des vents solaires extrêmement dangereux. Donc, ça, c'est une barrière. Il faut dépasser cette barrière-là. Une fois cette barrière-là est traversée, il y a un ensemble de plusieurs barrières, vous savez. Une fois cette barrière-là est traversée, il y a beaucoup de scientifiques qui pensent que si la vie existe aujourd'hui sur Terre, c'est parce que la Terre a dépassé ces barrières-là. Elle a été l'une des rares à l'avoir fait. D'accord? Et surtout, c'est pour ça qu'il est difficilement concevable de penser qu'il y a des civilisations, il y a des planètes qui ont développé une technologie très développée, une civilisation technique capable de communiquer et capable de coloniser la galaxie. Pour la plupart des scientifiques, ça ne peut pas exister puisque la plupart sachant qu'il y en a peut-être qui se sont autodétruits et qui n'ont pas réussi à traverser les barrières. Donc il se peut que le N en question, qui estime le nombre de civilisations présentes dans la galaxie, se limite à 1, en tout cas d'autres galaxies. 1, ça veut dire la nôtre, parce que nous sommes là pour témoigner. D'accord? Sachant qu'il y a des centaines de milliards de galaxies dans l'univers. On dit bien que la Terre est comme un grain de sable dans la galaxie elle-même est un grain de poussière dans l'univers. Donc je rappelle, l'équation de Drake ne concerne uniquement notre galaxie, la Voie lactée. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le principe de médiocrité. Le principe de médiocrité consiste à faire de la planète Terre une planète qui n'a aucune position privilégiée dans l'espace. Ça, vous devez retenir. D'accord? Ok. Alors, donc, c'est là qu'on arrive avec le fameux paradoxe de Fermi. Rappelez-vous, Fermi, c'est un physicien italien. Non, il est américain. Oui, mais d'origine italienne. Ouais. Enrico Fermi. Oui. Enrico Fermi. Ouais. Physicien américain. Il parlait anglais et italien. Ok, il a émigré aux États-Unis pour les mêmes raisons qu'Einstein, pour fuir le fascisme de Mussolini. Ok, bon, on va en faire l'histoire. Donc, eh bien, il est prix Nobel, hein, vous savez, en 1954. D'ailleurs, il est mort pratiquement en même temps qu'Albert Einstein. Il travaillait, il est l'un des concepteurs de la bombe atomique, du projet Manhattan, avec comment ça s'appelle, Edward Teller. D'accord, donc lui, il s'est posé la question que si on n'a toujours pas été visité, il a posé un paradoxe que je résume vulgairement. Je résume en disant que si l'apparition de la vie dans l'univers est quelque chose de banal, comment ça se fait qu'on n'a toujours pas été visité? Il se pose la question. Si la vie fleurit, bon, ça paraît un postulat. Si la vie fleurit, fourmille dans l'espace, comment ça se fait que E.T. n'est toujours pas venu nous voir ici? Comment ça se fait qu'on n'a toujours pas reçu de contact? Comment ça se fait que nous soyons toujours seuls? Donc, conclusion, c'est qu'il n'y a pas de civilisation extraterrestre. Ça peut vite, ça. Il n'y a pas de... Oui, ça paraît un peu... Là, j'ai raccourci. Hein. Là, nous allons développer ça. D'accord? Donc, voici son énoncé. Je l'ai écrit. Hein. L'énoncé du paradoxe de Fermi envisage les 4 présupposés suivants. Notre civilisation n'est pas la seule civilisation technologique avancée dans la galaxie. Parce qu'on sait qu'il y a entre 200 000 et 400 milliards, entre 200 et 400 milliards d'étoiles dans la galaxie. N'est-ce pas? Il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles dans la galaxie. Sachant que
la plupart d'entre eux possèdent des exoplanètes. On peut supposer que des exoplanètes ont pu développer une vie intelligente, selon Fermi, capable de communiquer et capable de coloniser l'espace autour de lui, capable d'entreprendre des voyages interstellaires. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que notre civilisation est moyenne à tout point de vue, un principe de médiocrité. On va faire des estimations le plus bas possible. Donc, notre civilisation est moyenne, ça signifie que le Soleil est une étoile banale. D'accord, c'est ce que j'ai dit. Le Soleil est une étoile banale. Il y a des étoiles qui sont plus vieilles que le Soleil. Le Soleil a 6 milliards d'années, mais sachez qu'il y a des étoiles qui sont aussi vieilles que l'univers lui-même. D'accord? Il y a des étoiles qui ont 13 milliards d'années. Donc ces étoiles-là qui sont plus vieilles que le Soleil, ils ont probablement développé une vie plus avancée que la nôtre, une technologie plus avancée que la nôtre. Et donc, ils ont eu le temps de peut-être de coloniser la galaxie. Et donc, ils auraient dû déjà venir nous voir, aujourd'hui en 2020, même bien avant, depuis belle durée. Or, ils ne sont pas là. Il dit, notre civilisation est moyenne à tout point de vue. En particulier, elle n'est pas la première à apparaître de la galaxie, c'est ce que je vais dire. Elle n'est pas la plus avancée sur le plan technologique, ni la seule à explorer l'espace et à vouloir entrer en relation avec d'autres civilisations. Les voyages intersidéraux ne sont pas impossibles pour une civilisation légèrement plus avancée que la nôtre. Certaines d'entre elles ont dû maîtriser ce type de voyage et ont entrepris un programme de colonisation galactique. La colonisation galactique constitue une entreprise relativement rapide. Elle peut s'achever en moins de milliards d'années. Mais tout ça, ce sont des spéculations. Nous sommes d'accord. Hein? Okay. Ce temps ne représente qu'une faible fraction de l'âge de la Voie lactée. Okay. Donc ça, vous avez compris, c'est clair. C'est très clair. Donc, en sachant cela, Fermi s'est posé la question, mais où est passé E.T. Voilà. Et donc, il a donné des arguments pour répondre à cette question. Ces arguments sont un peu... il y a des arguments qui sont scientifiques, il y a des arguments qui sont sociologiques, il y a d'autres qui sont un petit peu biologiques et d'autres un peu très spéculatifs. Alors, on va les voir rapidement. La première qui m'a l'air la plus cohérente et la plus objective, c'est que les distances de l'univers sont très grandes et par conséquent, aucune civilisation n'est capable d'entreprendre des voyages intersidéraux, parce que les distances sont beaucoup trop énormes à l'univers. D'accord? Donc, on n'est pas dans Star Trek ou dans Star Wars ici, c'est pas nous-mêmes, c'est pas avec la chimie de nos fusées qu'on pourra faire des voyages interstellaires, c'est clair. Il faudra modifier nos modes de propulsion. On ne peut pas se limiter aux hydrocarbures qu'on utilise aujourd'hui pour se déplacer dans l'espace. C'est une entreprise qui est très 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 longue de faire des voyages interplanétaires. L'étoile la plus proche de nous se trouve à 4 années-lumière, 40 000 milliards de kilomètres. D'accord? Et donc c'est pas la porte d'à côté. On est loin d'atteindre des vitesses qui nous permettent d'atteindre les étoiles. Et donc, Fermi, pour lui, son premier argument, c'est qu'on était restreint, les civilisations étaient restreintes à cause de l'immensité de l'espace. Le deuxième argument, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'une civilisation finissait par s'autodétruire. Parce que, elle a accumulé une technologie tellement grande, mais elle n'a pas développé la conscience qui va avec. D'où l'adage science en conscience, c'est mieux que ruine de l'âme. Bon, ça c'est un vieil adage qu'on dit en général. Donc n'oubliez pas qu'on est aussi dans un contexte de guerre froide. D'accord? Donc les superpuissances qui développent des armes de destruction massive finissent par se la prendre en pleine voie et par conséquent finissent par s'autodétruire. Ça c'est le deuxième argument. Le troisième argument, c'est que il y a peut-être une volonté de non-ingérence. On appelle ça le principe, c'est une volonté de non-expansionnisme. C'est-à-dire qu'on leur impute une intention. C'est pas ça, c'est qu'en fait, ils n'ont peut-être pas envie de se lever. L'intention de ne pas nous déranger. Oui, c'est ça, oui. C'est ce qu'on appelle la non-ingérence. La non-ingérence. C'est une intention. Oui, c'est une intention, effectivement. Donc, ne pas se mêler de nos affaires. Ils sont bien là où ils sont. Prime directed. Ils n'ont pas ce désir de colonisation, de voir ailleurs. D'ailleurs, c'est un peu comme le Chinois. Je crois que c'est le seul
je crois que les Chinois, c'est le seul peuple qui n'a pas entrepris de processus de colonisation comme l'en font les Européens, hein, d'accord. C'est pour ça qu'on appelle l'Empire du Milieu. Okay. Donc, ils sont bien là où ils sont, voilà, ça ne les intéresse pas d'aller voir ailleurs. Voilà. On appelle ça une intention, une volonté de non-expansion. Et il y a un quatrième argument aussi, je crois, qui consiste à dire que nous sommes dans une espèce de mise en quarantaine cosmique, et par conséquent, on ne vaut pas la peine, on est comme du bétail, voilà, on est trop nuls, on est comme des primitifs sur la planète Terre, on passe son temps à se faire la guerre, et tous les conflits, on n'est pas capable de résoudre nos problèmes de pollution, nos problèmes de réchauffement climatique, nos problèmes de je sais pas moi, de Covid, oui, les maladies, tout ça, là, on aurait dû, notre technologie est tellement primitive qu'on n'arrive pas à rayer tout ça. Donc, ils se disent qu'on ne vaut pas la peine, quoi. On est du bétail, voilà, et sans compter le problème du racisme, voilà. Donc, une question que j'ai évoquée, à laquelle je réfléchis, c'est comment on peut accueillir des non-terriens si on n'est pas capable d'accueillir, d'aimer son ami terrien. On ne parle pas aux dauphins, donc comment on peut parler aux extraterrestres? Oui, voilà, c'est ça, oui. En résumé, c'est ça, oui. Tout à fait, oui. Ok. Bon. Mais il y a un gros problème. Dans les années 20, on a commencé à envoyer des ondes radio dans l'espace, années 20-30, et ce n'est que dans les années 60 qu'on commence à écouter. Et maintenant, on sait que dans quelques années, peut-être plusieurs décennies, dans pas longtemps, les intelligences artificielles sur Terre ont vraiment tout dominé. Et moi, je crois que Fermi et Drake n'ont pas tenu compte du tout de l'aspect intelligence artificielle. Oui, il faut dire qu'à cette époque-là, le développement de l'intelligence artificielle n'était pas au sommet. Il faut dire qu'à cette époque-là, ils avaient autre chose à s'occuper. Je crois qu'il est plus facile pour une intelligence artificielle terrestre de s'apercevoir qu'il y a une intelligence artificielle extraterrestre. Bien sûr. Bon, déjà, l'intelligence artificielle, déjà, c'est un concept à lui tout seul, qui est énorme. On peut dire plein de choses là-dessus. Parce que l'intelligence artificielle, elle conduit au transhumanisme, l'homme augmenté. C'est clair, avec le corps de chair et le sang, on peut difficilement survivre dans les voyages. Il est plus facile de survivre dans les voyages. Il voyage. Effectivement. Donc, il est plus facile de se préserver, de se prémunir contre le rayonnement stellaire, les rayons cosmiques. D'accord? Effectivement, donc lorsqu'on parle de l'homme augmenté, mais bon, c'est pas le sujet, parce que je suis pas sûr que ça, c'est le sujet. Tout ça, je prends au moins 2 heures. Parce que ça, je connais quand même assez bien ce concept d'intelligence artificielle, dans lequel, ça c'est un immense sujet. Mais aujourd'hui, je n'ai pas choisi d'en parler. Ok, donc, voilà. Donc, sachant cela, je vous présente, mesdames et messieurs, l'équation de Siegel. L'équation de Siegel, qu'est-ce que c'est? Alors, contrairement à l'équation de Drake, contrairement à la formule de Drake qui, lui, va chercher une estimation de vie, d'exocivilisation dans la galaxie, Siegel, lui, non, il va être un peu plus pragmatique. Il va être un petit peu plus... il va être moins ambitieux, c'est le cas de le dire, il va être moins ambitieux que Drake. Il va rester un peu plus terre à terre, plus objectif. Lui, il va considérer tout simplement il va chercher des planètes possédant des signes de vie détectables. Voilà, c'est ce que je parlais tout à l'heure, des biomarqueurs, des biosignatures. Soit déjà plus cohérent et moins ambitieux. C'est une entreprise qui est moins ambitieuse que celui de chercher des civilisations technologiquement évoluées, capables de se déplacer dans l'espace interstellaire. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça que Siegel, il a proposé cette équation en 2013. Donc, c'est récent, c'est pas très vieux. Nous sommes en 2020. Et par conséquent, pour lui, N étoile, c'est le nombre d'étoiles observées. D'accord? FQ, c'est la fraction d'étoiles calmes. Alors, qu'est-ce que c'est une étoile calme? Écoutez, c'est une étoile de type Soleil. D'accord? Le Soleil, c'est une étoile calme. C'est pas une étoile géante massive, pulsante ou... voilà. C'est pas un pulsar, le Soleil. Le Soleil, c'est pas une Wolf-Rayet. D'accord? Ça déménage, les Wolf-Rayet, avec l'enveloppe gazeuse là, qui sont sujets à des émissions. D'accord? Dans l'arrêt de l'hélium et de... Voilà. Et donc, il vaut mieux être
la vie se développe potentiellement plus facilement sur les étoiles calmes que sur les étoiles éruptives. D'accord? Ensuite, FR, fraction d'étoiles avec des planètes rocheuses en zone habitable. Fraction d'étoiles avec des planètes rocheuses en zone habitable. FO, fraction de ces planètes qui peuvent être observées. FV, fraction de ces dernières qui abritent la vie. Et FS, fraction de celles-ci sur lesquelles la vie produit des signatures gazeuses détectables. Donc c'est là qu'on va parler maintenant de biosignatures et de biomarqueurs. Sachant que les biosignatures les plus connues, évidemment, c'est l'oxygène. D'accord? C'est l'oxygène. L'oxygène, le méthane. En fait, tous les molécules organiques plus telluriques sont potentiellement des biosignatures. Tous les hydrocarbures, le méthane, l'éthane, le propane, le butane, etc. Tous les molécules organiques sont des biomarqueurs, des biosignatures. Et donc je vous disais que l'équation de Séguier me paraît beaucoup plus objective dans la mesure où elle est moins ambitieuse, d'accord? Il va considérer en fait la vie organique basique, la vie microscopique, la vie des micro-organismes, d'accord? Rappelez-vous, si on trouve un virus, même si tue des millions de gens, si on trouve un virus sur une planète tellurique comme Mars, mais écoutez, c'est le scoop du millénaire. C'est le scoop du millénaire. Il faut que vous soyez conscient de cela. C'est vraiment le scoop du millénaire. Et donc, voilà, c'est, à mon avis, donc vous avez compris pourquoi l'équation de Drake, quelles étaient ses faiblesses, pourquoi on ne peut pas en tenir compte de manière objective, pourquoi on ne peut pas la considérer comme quelque chose de correct. Cette équation a des circonstances atténuantes, parce qu'elle a été écrite à une époque, à une période à laquelle était une époque un peu sentencieuse, dans laquelle les États-Unis et l'URSS n'étaient pas en très bon terme. Et par conséquent, on manquait cruellement d'informations. Donc, tout à l'heure, tu as parlé d'intelligence artificielle, effectivement. Ça, ce sera une possibilité aussi qu'on pourra envisager dans le futur. Ça commence à se développer de plus en plus. Et pour moi, c'est quelque chose d'inéluctable. C'est quelque chose qui est parfaitement inéluctable. On sera tous obligés de passer par là. Ok, voilà. Donc, je ne vais pas faire très long. Merci. L'équation de Singer, il semble qu'on verra sa solution